7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, this you crazy mother. Salut et bienvenue sur Première Ride, un podcast où je vais à la rencontre de personnes inspirées et inspirantes. Je suis Jeanne, artiste et humaine de ce qu'on appelle la génération Y et qui, comme vous peut-être, ait souvent du mal à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Première Ride est une parenthèse de témoignages, d'échanges, de construction et de déconstruction des cases dans lesquelles peut-être nous sommes. Dans ce premier épisode, je rejoins Camille, alias Cam, un DJ aux multiples casquettes qui nous raconte son parcours, de la flûte traversière au platine, tout en passant par le besoin sensible de reconnaissance. Oh, this you crazy mother. Salut Camille. Salut Jeanne. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Camille, j'ai 28 ans et je suis dans la musique. Donc, je suis prof de guitare, je suis DJ, je suis producteur de musique et producteur d'événements. Donc, petite partie entrepreneur. D'accord, ok. T'as un projet de collectif? Ouais, C'est ça? un collectif de DJ avec des potes, Viaduc. Donc on essaie de promouvoir la musique électronique, notamment autour de la house music sur Paris et pourquoi pas ailleurs si on a l'occasion, un de ces quatre. Via des soirées dans des clubs ou d'autres lieux où on book des artistes que nous on aime bien, qu'on admire, le genre d'artistes qu'on passe dans nos sets. Et des copains à nous qu'on trouve talentueux, on essaie de rassembler tout ça sur une même scène le temps d'une soirée. D'accord, ok. C'est quoi ton parcours dans la musique initialement? J'ai commencé assez jeune en fait, du plus loin dont je puisse me souvenir, j'ai toujours plus ou moins eu un rapport avec la musique depuis vraiment tout gamin. J'ai un grand frère batteur, un autre grand frère qui était guitariste. Et quand on était gamin, enfin surtout moi parce qu'ils sont plus âgés que moi, mais quand j'étais gamin, on me faisait écouter des trucs, ils me jouaient tout le temps de la musique, ils me faisaient écouter des chansons, ils me faisaient essayer leurs instruments et tout ça, donc j'ai toujours plus ou moins eu un rapport avec la musique. J'ai commencé moi vers 6 ans, 7 ans, quand ma mère m'a proposé d'en faire aussi comme mes frères. Ma mère qui avait bien compris la problématique de m'inscrire à un instrument bien rock comme mes frangins, m'a inscrit au cours de flûte traversière au conservatoire. Merci maman. Donc voilà, je suis arrivé dans la musique là-dedans, vers 11 ans. C'est vrai que c'est loin d'être DJ, hein, la flûte Oui, traversière à premiers abords. Il y a eu du chemin depuis, mais vers mes 11 ans, je me suis mis à la guitare parce que je commençais vraiment à écouter de la musique, à moi être demandeur en fait de musique dans ma vie. Je trouve que quand on est enfant, c'est un petit peu plus compliqué. On n'écoute pas de musique par soi-même quand on est enfant. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression. Moi, oui, vers mes 11 ans, dans ces eaux-là, j'ai commencé moi à écouter de la musique par moi-même et du coup vouloir pratiquer un autre instrument que la flûte qui ne correspondait pas forcément à la musique que j'écoutais. T'écoutais quoi? Donc du rock? Ça a été marrant parce que je suis vraiment passé du tout au tout. Genre, je me rappelle très bien que mon année de CM2, j'écoutais que du rap. Mais vraiment que du rap, ouais. J'écoutais Dr. Dre, j'écoutais Snoop Dogg, j'étais hyper fan d'Eminem. Ouais. Donc vraiment rap américain. Rap américain, mais Ouais. aussi beaucoup de français parce que je dois encore avoir chez moi des vieux albums de la FF, de NTM, de This Is La Peste, que des rappeurs comme ça. En fait, j'écoutais Skyrock, donc forcément j'écoutais beaucoup de rap. Et mon grand frère Grégoire, le batteur, qui n'était pas du tout d'accord avec ça, il m'a ramené des disques de Metallica à la maison et il a commencé à me réouvrir à une culture rock. Donc voilà, je suis vraiment passé de l'un à l'autre. Puis c'était en plein, tout ça c'était en plein dans l'essor du néo-metal en France. Donc il y avait vraiment un truc entre ces deux styles-là, une volonté de lier un petit peu les deux. Du coup, t'as commencé la guitare? La guitare, ouais. À 11 ans, tout seul, j'ai pris quelques cours au début pour vraiment la base de la base. Et puis après tout seul, quoi, parce que c'était vraiment l'instrument
Je voulais pas avoir cette contrainte je rentre à la maison, il faut que je fasse mes gammes pendant une demi-heure, que je travaille des morceaux, que je fasse tout ça. Moi je voulais juste jouer avec, mais jouer au sens comme un enfant joue avec un jouet, quoi. Et du coup voilà. Ouais. Et après, comment t'en es arrivé du coup à monter un collectif de DJ? Bah, le parcours est semé d'embûches. Non, bah. C'est ça qui est bien. C'est vers mes, je sais pas, mes 15-16 ans, un truc comme ça, que j'ai commencé à m'intéresser aux musiques électroniques, puisque je trouvais qu'il y avait un truc, il y a toujours eu un truc super intéressant là-dedans, en fait, dans l'abus dans l'abus de la puissance. Des fois, il y avait un truc qui me rappelait le rock à ce niveau-là. Moi, j'ai commencé à écouter de l'électro avec le label Headbanger Records, donc qui est le label de Pedro Winter. Donc c'est tout ce qui est Justice, Mister Oiseau, que des projets comme ça qui ont jamais fait dans la dentelle. C'était plutôt assez bourrin comme électronique. Et ça m'a vachement plu. Alors il y a toujours eu une partie de moi qui a été très branchée électro et tout ça, mais j'avais jamais passé le pas moi en tant que musicien de m'y mettre, que ce soit en mixant ou en bidouillant des machines ou en faisant ça. Donc c'est vers mes 23 ans que j'ai commencé à juste avoir des plugins de synthé sur mon ordi et de voir ce que ça faisait quand je tournais des boutons, et puis de fil en aiguille j'ai commencé à faire de plus en plus de morceaux. Mes morceaux ils commençaient de plus en plus à ressembler à quelque chose et tout ça, mais j'arrivais toujours pas à sonner comme j'avais envie de sonner. Je commençais de plus en plus aussi à m'intéresser au mix en soi, juste vraiment de passer des disques en fait, de les faire s'enchaîner proprement, de faire en sorte de créer une atmosphère dans une soirée, et de pas la faire redescendre, ou vraiment de créer quelque chose par les disques que tu passes. Quand je m'y suis essayé les premières fois, ça m'a rendu ouf, quoi. Ouais. Ouais, j'ai adoré ça, donc j'ai mis un peu tout ce qui est prod et tout ça de côté pour vraiment me consacrer au mix. Bizarrement, le fait de me consacrer au mix, d'écouter des nouveaux artistes, d'avoir une écoute vraiment différente sur la musique maintenant que celle que j'avais avant, ça m'a redonné envie de faire mes morceaux, et je commence un peu plus à me satisfaire de ce que je fais. C'est pas encore évident, mais un petit peu plus. Les soirées que tu produis, est-ce que tu fréquentais déjà aussi ce genre de soirée, ou c'était un milieu qui te parlait, parce qu'entre Ouais. faire de la musique, le faire et passer le pas et de dire je vais organiser des soirées comme ça, et en plus de ça monter un collectif, tout ça, je sais pas, c'est parti d'où le fait de vouloir vraiment monter sur scène et le faire? Monter sur scène à la base, c'est vraiment que en fait, je pense vraiment que pour être bon DJ, il faut savoir écouter son public, mais il faut aussi surtout il faut aussi avoir confiance dans ses goûts musicaux. Ça, s'il y a bien un truc dans lequel j'avais confiance, c'était mes goûts, parce que moi, je suis un fasciste de la musique. Du coup, les morceaux que j'allais choper à droite à gauche et tout ça, je me suis dit pourquoi pas les faire écouter à d'autres gens. Sauf qu'après, je me suis aussi rendu compte de quelque chose, c'est qu'on est 200 milliards en fait, comme ça. On est vraiment, on est des tonnes à avoir des bonnes playlists, on est des tonnes à aller chercher des sons à droite à gauche, à aller diguer le petit son qui va bien au moment où il va bien et tout ça. Donc du coup, je me suis dit que si j'avais envie de développer un peu cette activité-là pour moi, essayer de me faire un petit peu connaître en tant que ça, il fallait pas que ce soit que moi en tant que DJ, parce qu'on est plein comme ça en fait. On est plein, et je suis pas spécialement mieux qu'un autre en fait, même pas du tout. J'ai pas enfin voilà, le mec à côté de moi, il écoute autant de bonne musique que moi, et il ferait aussi bien le boulot que moi. C'est pour ça que du coup, j'ai voulu, en réunissant quelques potes DJ que j'avais rencontrés, qu'on fasse un petit collectif, parce que je pense que c'est plus simple de se ramener dans un club ou dans un bar ou dans un truc et dire nous on a un plateau de DJ pour la soirée, on vous ramènera un peu de monde, on vous ramènera un peu d'ambiance et tout ça, et on s'occupe de la musique. À la fin, c'est toujours plus pratique de faire les choses dans ce sens-là, plutôt que d'arriver tout seul, dire salut, c'est moi, c'est Camille, je suis DJ, vous auriez pas un endroit où me placer ou quoi. Ça marche toujours mieux de se ramener avec un concept de soirée plutôt que tout seul en tant que DJ. Donc c'est
vraiment parti de là. À la base, c'était juste un moyen pour nous de se booker plus facilement. Puis ça a commencé un petit peu à prendre, donc du coup, ça s'est orienté ailleurs. Mais au début, l'idée de producteur de soirée, c'était pas voulu. D'accord. L'idée était pas là, quoi. Au début, nous, on voulait juste se booker sur des soirées, et si ça menait à d'autres bookings pour d'autres soirées via d'autres collectifs et tout ça, tant mieux. Sauf que, vu que nos soirées marchent plutôt pas mal, on continue. D'accord. Et parce qu'on aime bien ça aussi. C'est cool. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses d'être adulte? Est-ce que t'es un adulte? Je sais pas. Ça veut dire quoi pour toi, alors, à ce moment-là? Être adulte, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, en fait. Ouais. Vraiment, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Ça peut vouloir dire tellement des milliards de choses et tellement peu de choses. Bon, quand je dois me lever le matin, je me lève le matin, je me brosse les dents, je fais ma vaisselle. Est-ce que c'est ça, être adulte? Je pense qu'il y a une petite partie de ça, mais en fait, c'est pas du tout que ça. Tu penses qu'il y a des moments T où là, t'es adulte et d'autres non? Est-ce que ça serait pas un moment T? Je pense qu'être adulte, ça va être aussi comment tu vas réagir face aux situations que tu vis, comment tu vas le prendre, est-ce que tu vas te laisser dépasser, est-ce que pas, est-ce que tu accueilles les situations de merde ou est-ce que tu les nies, enfin il y a un milliard de critères. Après, est-ce que moi je me sens adulte? Non. Mais en même temps, oui. Parce que avec Viaduc, ce qu'on aime, c'est faire des grosses soirées, c'est faire la teuf et jusqu'à 39h du matin et ne pas s'arrêter si possible et faire les débiles et tout ça. Donc, clairement, ça, c'est une partie de moi qui se revendique encore très très adolescente, je pense. À côté de ça, pour organiser une soirée comme ça implique tellement de choses, tellement de galères, il y a tellement de prérequis, que ce soit trouver un lieu, trouver des autorisations, trouver des assurances. Du coup, ça se traduit en étant adulte, c'est un truc très sage et très discipliné, du coup. C'est comme ça que t'incarnes. Je pense qu'il faut de la sagesse pour se revendiquer adulte, un minimum. Je pense qu'il faut de la sagesse. Après, comme je disais au début, ça se limite pas du tout qu'à ça, en fait. Mais essayer d'englober tout le terme complexe, quoi. Je pense vraiment que c'est par rapport à des situations données. Est-ce que quand il m'est arrivé ça, j'ai été assez adulte pour réagir comme ça, en fait, ou j'ai pas été assez adulte pour réagir comme ça? Mais j'aurais du mal à définir ça, j'aurais du mal à moi me définir en tant qu'adulte parce que j'ai pu l'être comme j'ai pu absolument pas l'être, en fait. T'as des exemples? Oui. Il y avait une soirée, par exemple, une soirée qu'on a organisée au Bateau Phare, où on savait vraiment pas du tout dans quoi on foutait les pieds, on savait pas du tout dans quoi on allait se passer. Le but de cette soirée, c'était vraiment de booker des artistes, c'était la première fois qu'on faisait ça. C'était de booker 2 artistes qu'on aime beaucoup, des artistes professionnels, avec donc tout ce que ça implique, un cachet assez conséquent. Leur booker une chambre d'hôtel, aller les chercher à la gare, les emmener partout, les nourrir, enfin plein de choses qui en soi viennent d'un métier qui est pratiqué par des professionnels, en fait. Ça impliquait du professionnalisme. Nous, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait, ni comment on allait le faire, ni rien. On a fait ce qu'on a pu, du coup, comme on l'a envisagé. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt très bien passé, on n'a pas eu de soucis et tout ça. Donc, dans le genre d'exemple où je peux te dire en tout cas que moi, j'ai été adulte, il y a ça. Le genre d'exemple où je peux te dire que j'ai pas été. Il y a cette fois-là où on avait une soirée dans un club. C'était toute la nuit, donc de 23h à 6h. Moi, je devais mixer entre 2h et 4h, je crois, si je me rappelle bien, ou 1h et 3h, je sais plus. J'étais complètement bourré. Ouais. J'ai fait n'importe quoi. Le professionnalisme, walou. Professionnalisme au cul, ouais. Ah, elle était complètement bourré, elle fait n'importe quoi. Bon, après, j'en tire des leçons aussi. Maintenant, on sait que quand on est bourré, caler 2 morceaux sur un même tempo, c'est vachement dur. Ouais. vachement dur. Hein. D'accord, ok. Tu savais ce que tu voulais faire, petit? C'était évident, la musique? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Je me rappelle pas bien, je pense que j'ai eu plein de phases. Je me rappelle
notamment une où je voulais être un elfe du Père Noël. Tu voulais être quoi? Un elfe du Père Noël. C'est non, génial. mais me demande pas pourquoi. C'est génial. J'avais vu un film à la con, il y avait des elfes, j'étais je vais être ça et voilà, mais non, je crois que la musique, ça a toujours été, du plus loin où je peux me rappeler, ça a toujours été un peu ça. Ça a toujours été un peu ça. En tout cas, ça a toujours pris tellement de temps dans ma vie, mais vraiment tellement de temps, ça a toujours été la chose qui me fait lever le matin, et tout ça, mais rien que par écouter de la musique, en fait, ça a toujours été là que je savais que quelque part il fallait que mon métier de tous les jours, le truc qui me fait bouffer à la fin du mois, soit lié à ça, d'une manière ou d'une autre. Après, comment, j'en sais rien, parce que depuis que il faut que je gagne ma vie pour vivre et Pour tout être ça, adulte. pour être adulte, s'entend, et pour pouvoir continuer à pas être adulte en prenant des cuites avec les potes. Depuis que je dois gagner ma vie, j'ai fait dans la musique 50 métiers différents déjà. Donc je sais T'as pas. fait quoi? J'ai fait prof de guitare, promoteur promoteur d'événements, DJ, compositeur de musique à l'image, compositeur de jingle. J'en ai fait plein quoi. J'ai animé des jams. J'ai vraiment fait plein de petites choses différentes. J'ai jamais persévéré dans un seul truc, puisque j'ai jamais vraiment eu l'occasion non plus. À part dans le DJing pour l'instant et l'organisation d'événements. Mais tous les autres, j'ai jamais été très très loin, j'ai jamais fait que ça. Donc la forme que ça prendra, elle est encore complètement incertaine. Mais je me laisse porter quoi. Mhm. Du coup, t'as fait des études dans la musique? Oui. Mais ce qui Bon. m'intéresse aussi, c'est ce que t'as fait avant. Oui, j'ai passé un bac littéraire. Je comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi ils m'ont collé là-dedans, parce que je lisais pas un bouquin. Ouais. Ouais, je sais pas, je devais être vraiment très nul en maths, Mhm. et un peu moins nul en français, du coup je me suis dit, bon, on va le mettre en L lui, hein, Ouais. on verra bien ce qu'il fait. Mais ouais, donc j'ai eu mon bac littéraire, et après, moi aussi ayant compris la problématique de devoir faire de la musique toute ma vie, je suis allé faire une école de cuisine. Tel père, telle mère, tel fils, c'est ça? Tel fils, ouais. Je suis allé faire une école de cuisine parce qu'en fait, tout le monde m'avait dit soit la musique, pourquoi pas, mais sois prudent quand même. Et comme je suis de nature assez anxieuse, c'est plus rassurant d'aller apprendre un métier vraiment genre concret, où il y a du boulot et où je pourrais trouver du taf toute ma vie après quoi. Mhm. Et qui est vraiment concret quoi. Pas un métier où tu te dis je sais pas si je vais travailler ce mois-ci. Un métier où tu te dis moi si je veux travailler je peux travailler ce mois-ci, j'aurai pas trop de problèmes. Donc j'ai fait ça m'a pas plu. Ah ouais? Plus que ça, non, c'est des métiers de fou ça. Ouais. J'adore cuisiner, j'adore toujours cuisiner, j'adore toujours faire des gâteaux, faire des trucs, ça m'éclate toujours. Mais bon, toutes les conditions de son métier, moi j'étais pas assez passionné en fait pour pouvoir subir ces conditions-là, les 14 heures par jour, les pas de vie sociale, plus de musique. Ouais. Ou alors beaucoup moins, les 14 heures par jour, les pas de vie sociale, tout ça, c'était trop par rapport à moi, l'intérêt que je portais à cette discipline en fait. C'est une discipline hyper intéressante, c'est vraiment très amusant, mais les conditions à côté sont juste atroces quoi, atroces. Donc du coup, j'ai fait mon école de cuisine, j'ai passé mon CAP, j'ai fait mon apprentissage, j'ai bossé dans des restos et tout ça. C'était une très très belle expérience, ça m'a apporté beaucoup de choses. Comme quoi? Une méthodologie de travail qui est applicable surtout en fait. La cuisine, il faut partir du principe que en potentiellement 3-4 heures, tu vas devoir nourrir une cinquantaine de personnes. Mhm. Ça demande une organisation, mais vraiment béton armé. C'est très très militaire à ce niveau-là, c'est vraiment tout au carré, tout le temps, puis il y a aussi les règles d'hygiène qui font que. Donc au niveau de l'organisation, de la méthodologie, de tout ça, ça m'a apporté énormément pour travailler, moi, organiser, et ça s'applique dans tout.
C'est-à-dire quand je dois organiser un événement, bah, je sais ce que je vais faire en premier, ce que je vais pas faire en premier, des trucs comme ça. Pareil, quand je vais devoir composer plusieurs morceaux pour un autre truc, bah, je sais comment je vais m'y prendre, dans quel ordre et pourquoi. Et ça, je sais que je dois beaucoup à la cuisine pour ça, parce que fallait être tellement carré que voilà. Ça m'a apporté aussi la possibilité de cuisiner très rapidement pour moi tout seul, des bonnes choses, donc ça je suis content. Ce qui n'est pas négligeable du tout. Ah non, pas du tout, non. Non, pas du tout. C'est toujours plus intéressant de rentrer chez soi, de cuisiner, de manger. Ça donne tout de suite plus envie de manger, on se sent tout de suite mieux. Donc qu'est-ce que ça m'a amené d'autre? Forcément des très belles rencontres aussi. Rencontrer des gens super cool. Et il y avait une vraie... vu qu'on était tous dans la classe, vu qu'on était tous dans la même merde, tous à faire des horaires de baisers et des trucs comme ça, il y avait une vraie solidarité en fait. Et ça c'était cool, on était très proches les uns des autres parce qu'on était vraiment tous dans le même bateau. Et ça c'était très sympa, ça c'était vraiment très sympa. Il y avait une vraie cohésion dans une classe. Moi, De travailler en équipe et... Ouais, c'est ça, et d'empathie aussi beaucoup quand on n'est pas bien. À un moment, ça nous arrivait à tous, à un moment au milieu de l'année, de craquer, quoi. On est là, genre, putain, mais moi je sors du lycée, je fais ça, j'ai pas vu mes potes depuis 3 semaines, je fais rien de ma vie, je passe ma vie dans les carottes, qu'est-ce que je fais, quoi. On a tous eu un moment comme ça de déprime dans l'année, tous dans la classe, ça nous est tous arrivé. Et c'est de voir à quel point les gens, tes collègues, tes potes, ils se rendent compte, ils ont vécu la même chose, ou ils vont vivre la même chose, en tout cas ils comprennent vraiment ce qui t'arrive. Donc ça c'était vraiment cool. Les rencontres de l'école de cuisine, c'était vraiment vraiment cool. Et ouais, tout ce qui est méthodologie, organisation, avoir un esprit carré sur ça, ça sert dans tout, quoi. Ça sert vraiment dans tout. Tu l'appliques un peu dans ta vie de tous les jours et aussi dans Viaduc. Dans Viaduc Bah ouais, forcément. Bah après, en même temps, j'ai fait ça juste après mon bac, j'avais 19 ans. Je pense que c'était mes premières vraies expériences professionnelles en tant que vrai boulot où bah, y a des objectifs directs, comme je te disais tout à l'heure. Et qui n'inclut pas que toi en et plus. Qui n'inclut pas, c'est pas que avoir des notes sur le bulletin. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois très bien. Dans 4 heures, il y a 50 personnes, elles viennent bouffer. Et il faut qu'elles bouffent. Vraiment, tu composes avec ça, quoi. Tu te débrouilles. Le fait d'avoir fait ça vers mes 19 ans, que ce soit ma vraie première expérience professionnelle, je pense que ça fait que du coup maintenant, forcément, quand j'aborde un sujet un peu pro ou quoi sur quelque chose, je l'aborde toujours avec cet esprit-là, un peu rigoureux et en tout cas j'essaye, un peu, en tout cas avec cette rigueur qui implique la cuisine, peut-être même des fois trop. Je sais qu'il y a des fois, il faudrait que je me détende un petit peu, ouais. Mais voilà, ça m'a quand même pas mal aidé pour ça. Ouais. Puis toi qui as un tempérament anxieux, j'imagine ça va être assez rassurant quand même d'avoir justement un espèce de mécanisme automatique qui se met en place. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Bah ouais, en soi, l'organisation, ça te détend en fait. Ouais. Parce que les premières soirées avec Viaduc, où on savait vraiment pas ce qu'on allait faire, mais vraiment pas. Enfin, on se disait, bon, on nous a booké un créneau sur cet endroit-là. Ok, il va y avoir des gens qui vont venir, comment on va les distraire ces gens-là, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Bah, le fait de savoir s'organiser, arriver à se poser les bonnes questions sur ce qui est faisable, pas faisable, ce qui est faisable sur cette date-là, pas sur cette date-là et tout, c'est hyper rassurant finalement. Parce que tu mets très rapidement les points sur les i et tu délagues vachement toutes les idées que tu peux avoir sur plein de choses. Ça aide vraiment à faire le tri dans tout ça, quoi. D'être objectif. Et tes parents t'ont soutenu dans la musique ou après la cuisine? Ouais. Tes parents, ouais. Ils m'ont toujours soutenu. T'as jamais senti qu'il y avait des portes fermées? Non, jamais. Après, il faut savoir que mon père est dans l'audiovisuel, donc qui est pas beaucoup moins précaire. Et ma mère aussi. Ma mère était costumière, donc pour le cinéma, la télé, un peu de théâtre aussi. Et mon père a été caméraman, réalisateur, enfin il a fait plein de trucs différents. Mais du coup, voilà, pareil, aussi dans l'audiovisuel, voilà, qui sont des métiers assez précaires finalement. Et donc de leur part, vu qu'ils ont connu plein de musiciens, qu'ils
qu'ils en ont fréquenté beaucoup, qu'ils ont fréquenté beaucoup d'artistes et tout ça. J'ai jamais senti de... Non, faut pas. Ouais. Ça, je l'ai vraiment jamais ressenti de la part de mes parents. J'ai toujours énormément ressenti le... Oui, carrément. Fais gaffe. Ouais. C'est... Et ça veut dire quoi, fais gaffe dans la bouche de tes parents? Il faut que tu saches à quoi t'attendre, il faut que tu saches que tu vas galérer, il faut que tu saches que c'est pas évident, que en fait c'est pas parce que tu fais bien ton travail que tu auras du travail, parce que t'as beau savoir faire ton job, t'as beau savoir jouer 3 accords de guitare ou passer des disques ensemble, c'est pas pour autant qu'on va te booker, ça suffit vraiment pas du tout dans ces métiers-là. Donc t'as beau savoir tout ça, c'est pas pour autant que tu auras un boulot. Et en plus, ça venait de la bouche de gens qui l'avaient vécu. Limite, j'ai l'impression maintenant, moi, de plus le ressentir que mon père, par exemple, qui me dit « Oh bah dis donc, tu devrais être une star déjà maintenant, et tout ça, et tout ça. » Moi, je lui dis oui, « non, ça marche pas comme ça, c'est toi qui me l'as appris. C'est toi qui m'as appris que ça n'existait pas, ça. » Et tu penses que du coup, qu'est-ce qu'il faudrait de plus, en fait, finalement, que d'être bon, que de bien travailler? Bah, et est-ce que tu penses qu'il y a des qualités absolument à pas du tout négliger? Ouais. Je pense déjà qu'il y a une qualité, c'est il y en a une qui est très très importante, je pense, c'est savoir se rendre vraiment très sympathique auprès de tout le monde. C'est con, mais c'est des métiers qui sont très très basés sur les rapports entre les gens. Si une tête te revient pas, moi par exemple, s'il y a un type que je sens pas dans une soirée, il me dit, je sais pas, il vient me voir, il me dit je suis DJ, je mixe tel genre, il me fait écouter des mix et tout, il aura beau faire des trucs très très bien et tout ça, si je le sens pas, pour quelque raison que ce soit, je vais pas lui demander de venir. C'est inexplicable et c'est peut-être même pas juste du tout, surtout à notre époque où beaucoup de milieux essaient de faire fi de ça, ou en tout cas on essaye de tendre vers cet idéal-là. Mais c'est vrai que dans la musique, ça peut être, enfin même dans les arts en général, ça peut être très vicelard comme truc. Donc je pense qu'une qualité, ouais, c'est arriver à se montrer très sympathique. L'humilité, qu'elle soit vraie ou fausse, c'est con, mais ça rejoint un peu ce que je disais en premier, mais je pense que l'humilité, c'est très très important, d'une part pour les autres, pour montrer aux autres que on se sent pas meilleur qu'un autre, ou on se croit pas meilleur qu'un autre, et surtout pour soi en fait. Je trouve que c'est plus important pour soi d'être humble, parce que ça implique de se remettre en question, et de se remettre en question, ça peut aussi impliquer d'avancer, d'aller plus loin que là où on aurait envie d'aller à la base. De faire mieux, de repousser ses limites et tout ça. Mais d'autre part, je pense qu'il faut aussi savoir être un peu culotté, il faut aussi savoir avoir un peu trop confiance en soi pour pouvoir se vendre. Sinon après, je pense que ces 3 qualités-là sont vraiment très importantes. Après, malheureusement, je crois qu'il n'y a vraiment aucune recette magique pour y arriver. Moi, je suis pas du tout un exemple de réussite non plus, donc... Du coup, toi, t'arrives à te vendre? Moi, j'arrive à me vendre, j'ai encore du mal. À me vendre moi tout seul, j'ai encore du mal. À vendre mon projet, à vendre Viaduc, qui est mon projet, mais qui n'est pas que le mien. C'est ça aussi qui rend la chose plus facile. Moi, j'ai du mal à travailler tout seul. J'ai des idées, j'ai l'envie, mais j'ai beaucoup de mal à travailler tout seul. J'ai vraiment besoin des autres. Je sais pas si c'est une recherche de validation dans mes idées ou quoi. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je trouve que je m'en sors beaucoup mieux à plusieurs. Donc vendre Viaduc, j'y arrive très bien. Me vendre en tant que DJ, si on me demande, je vais pas dire non. Mais en général, quand je présente un projet, quand on me demande ou quoi, ça va toujours être plus le projet collectif d'abord, et ensuite moi qui fais partie de ça en fait. Plutôt que... Il y a une espèce d'entité qui... Et j'aime bien me sentir membre d'une entité comme ça en fait. Je me sens beaucoup plus à ma place d'être le genre membre d'un tout, quoi, d'une certaine manière, que tout seul. Je trouve ça plus cool de défendre un projet commun que soit tout seul. Je trouve ça
plus quelque part dangereux, en tout cas pour moi, par rapport à moi et mon regard sur moi-même de vendre un projet solo. Parce que j'aurais toujours peur d'être dans la... Si on me rejette, d'être... du coup, de le prendre très très mal, très mal le vivre. Ouais, ça devient très perso. Oui, Ouais. ça devient très perso. Si on m'accepte, de prendre le melon, parce que je pense comme tout le monde, j'ai une propension à prendre le melon énorme, quoi. Si un truc cool m'arrive dans la vie, pendant 3 semaines, mes potes, ils vont m'entendre m'en vanter, quoi. Voilà, dans le rapport entre ces deux choses-là, j'ai toujours trouvé ça plus facile d'être en groupe, parce qu'au sein d'un groupe, c'est possible de prendre le melon, mais c'est moins évident. Parce que t'auras toujours quelqu'un pour te rappeler de oh, Kiki, tu te détends là. Ouais. Tandis que tout seul, tu livrais juste à toi-même, de devoir te gérer toi-même tout seul. Si ça marche, tu peux devenir détestable. Si ça marche pas, tu peux devenir détestable. Ouais. Et moi, j'ai peur de ça. Je crois pas qu'il y a un lien un petit peu avec le besoin de reconnaissance. Je pense que beaucoup dans les métiers de l'art, on est comme ça de toute façon. Oui. On cherche beaucoup de reconnaissance, vis-à-vis de ça, quoi. Enfin, moi, clairement, oui. En tout cas, je parle juste pour moi, carrément. Oui. À fond. Quand j'ai envie de monter sur scène et que je veux que les gens applaudissent, c'est un besoin de reconnaissance. Ouais. C'est une validation de la part des autres gens que je cherche. Ouais. Je suis complètement d'accord. Et oui, donc c'est vrai que tout seul, la prise de risque, elle est optimale, quoi. Elle est optimale, ouais. Après, j'ai bien été obligé, avant, quand je faisais plus de guitare, j'étais vraiment obligé de jouer en groupe. Je faisais de la guitare électrique. Il y a peu de guitaristes électriques qui jouent seuls. Ouais. Peu, voire pas. En tout cas, je n'en connais pas. Donc là, j'étais toujours en groupe. Quand je me suis mis au DJing, là, forcément, j'étais déjà plus seul, en fait. Et c'est vrai que le fait d'être plus seul, c'est toujours quand même un petit peu flippant. À chaque fois, quand je dois monter sur scène et que je dois faire un set vraiment tout seul, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Mais après, une fois que je suis lancé, ça va. Mais vraiment, au début, c'est vraiment pas un moment rigolo avant, quoi. Ouais. C'est un moment vraiment flippant pour moi. Et quand ça va pas, ça se traduit comment ? C'est-à-dire quand ça va pas ? Quand dans l'hypothèse, tu fais un bid, ou quand je rate mon set ou quand tu rates ton set, comment... Ouais, parce que c'est le genre de profession où le pro est très mêlé au perso. Donc ouais, si tu rates ton set, qu'est-ce qui se passe ? Set ou autre chose. Hein. Je pense que ça dépend des fois, ça dépend de ce que tu as raté, ça dépend de trucs. Si tu as des ratés techniques, comme je racontais au début, là, quand j'étais complètement bourré et que j'ai raté mon set complètement, le lendemain, j'étais pas fier de moi du tout, je m'en voulais même beaucoup en fait. En tout cas, j'avais compris quelque chose, c'est que ça, c'est pas encore acquis, donc au studio, les vinyles, les platines, et hop, on va s'entraîner toute la journée, 3 fois par semaine s'il faut, et tout ça jusqu'à ce qu'on y arrive et jusqu'à ce qu'il y ait une autre date pour rattraper ça. Quand tu te retrouves à passer des disques et que d'un coup tu vides un dance floor d'un coup, c'est jamais très grave parce qu'en soi tu passes, c'est con à dire, mais tu passes pas ton disque à toi. Donc déjà t'as moins ce rapport là, genre oh là là, ce que je fais c'est de la merde. Bah non, la musique que tu peux arriver plus facilement à te dire la musique que j'ai passée là n'était pas très adaptée à ce qu'il fallait que je passe. Donc du coup ça reste plus simple à gérer, je pense. Mais il faut quand même toujours essayer d'en tirer des conclusions, genre bon bah j'ai pas su m'adapter à ce public là, donc peut-être mieux comprendre le public ou ça. Faut toujours, il y a une remise en question perpétuelle. C'est ça, d'essayer toujours de se remettre en question. Il y a des fois aussi où je peux faire ma tête de con, je passe un 10, personne danse, je fais bah, vous êtes des connards, vous n'y comprenez rien. Mais non, la plupart du temps, j'essaie quand même de tirer des conclusions de tout ça, quoi. Puis il y a un truc vraiment, quand on est DJ, c'est certes on passe des 10, mais on les passe vraiment pas pour soi en fait. Il y a des gens qui viennent, eux ils viennent danser, ils viennent faire la fête et tout ça. Quelque part, pour moi DJ c'est un job important et tout ça, mais on est quand même dans la mise en danger, on est beaucoup moins important, je trouve, qu'un musicien pendant un concert ou qu'un truc comme ça. Nous en tant que DJ,
passe des disques, on essaie de créer à ça, et ça c'est notre petite, on essaie de faire notre petite mayonnaise comme C'est ça. des propositions. Ouais, en soi c'est des propositions en fait. T'es en train de dire, tiens, si je mets ça, ça te fait kiffer ou pas. Ouais. Après, ton boulot à toi, c'est de faire en sorte que quoi que tu mettes, tu vas le faire kiffer. En le mettant au bon moment, en gérant ce que tu peux gérer en tant que DJ quand tu veux et comme tu veux. Mais le but à la base, c'est vraiment ça, c'est juste de passer des disques. Donc du coup, il y a moins ce côté-là de mise à nu et de mise en danger qu'un musicien, je trouve, sur scène, qui va jouer avec un groupe, un instrument. Tout ça, nous on passe des disques, ils sont mixés, ils sont prêts, ils sont faits. En soi, on appuie sur play et voilà quoi. Quand t'es musicien, je trouve c'est autre chose. C'est pas la même chose. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit que c'était autre chose. Ouais. Parce que c'est pas la même chose. Que de la logique. Pas folle. Ça nous dépasse. Hein. On est pas prêt. Et qu'est-ce que tu ferais de plus si t'avais pas peur ? Tu l'as redouté cette question. Ouais. Elle me fait peur cette question. Justement. Je répondrai à cette question. Quel cran. Voilà. Qu'est-ce que je ferais de plus si j'avais pas peur ? Je pense qu'en fait, j'aurais beaucoup plus de facilité à me jeter à l'eau. J'ai pris conscience par rapport au métier de musicien et de DJ, de compositeur et tout ça, de plein de choses ces dernières années. J'ai pris conscience des fois du niveau des choses en fait. Quand on se revendique professionnel, il y a un vrai niveau à avoir. Il y a beaucoup de prérequis quelque part, je pense. En tout cas de ce que j'en entends. Moi quand j'écoute des CD que je kiffe, je me dis mais les mecs ont un niveau de fou quoi pour arriver à sortir ça de leur tête. C'est dingue quoi. Ils ont un niveau de créativité et tout ça qui est fou. Et du coup, moi j'ai toujours peur quoi qu'il se passe de pas être à ce niveau-là. Mais quoi qu'il se passe, même si un jour j'y suis, même si un jour j'y serai, j'ai toujours peur de pas l'être. Si j'avais pas peur, je pense que je me jetterais plus à l'eau en fait. Ouais. Moi, c'est surtout de ça que j'ai peur parce qu'il y aura toujours une partie de moi qui va me dire c'est bien, mais. Si on pouvait supprimer le mais, ce serait déjà pas mal. Si j'arrivais à me satisfaire un petit peu de moi, ce que j'arrive à faire, je pense que je pourrais plus me jeter à l'eau, donc sortir des morceaux plus souvent, qui des fois, il y a des morceaux en soirée que j'ose pas passer parce que je me dis celui-là, il y a que moi qui le comprend et qui le kiffe et tout ça parce qu'il est vraiment trop bizarre. Si j'avais pas peur, j'hésiterais pas à passer ce morceau, j'hésiterais pas à sortir des morceaux et tout ça. Pour l'instant, c'est pas encore complètement évident pour moi. Mais c'est en progrès. On y travaille, ouais. On y travaille, ouais. C'est cool. Ça vient doucement. Bah, je te remercie beaucoup de ton témoignage. Allez, t'en prie. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Vous tapez dans Facebook @viaduc_officiel, tout attaché. Là, vous pourrez trouver la page du collectif. On a une date le 17 février au Lab. C'est un petit bar à Bastille où on fait une petite date assez intimiste pour les copains qui nous suivent, vraiment à la cool. Après, ça va être en avril, mais j'en dis pas plus pour l'instant. C'est cool. T'as un autre site où on peut te contacter Vous pouvez aller sur mon SoundCloud, soundcloud.com/cam-sound, K-A-M-sound, S-O-U-N-D. Cool. Voilà. Bah merci. Je t'en prie. Oh, this you crazy mother. C'était le premier épisode de Première Ride. Si, comme Camille, vous souhaitez participer, vous pouvez me contacter à l'adresse premièreride@gmail.com, première ride au singulier en un seul mot. Si le podcast vous a plu, vous pouvez y laisser une note sur iTunes et me laisser un commentaire. Je sais que le projet est encore un petit peu juvénile, mais je vous jure que j'y travaille pour le polir. Et si ça vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux parce que ça reste vraiment la meilleure façon de le faire connaître et grandir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Première Ride. Salut! Oh, this you crazy mother.